Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 20 février et après le résumé de l'actualité, je vous propose 4 articles cette semaine. Le milieu de gamme ne disparaît pas, il paye ses ambiguïtés, à lire sur le JDN. TikTok Shop en France, un laboratoire du live shopping en pleine accélération, à découvrir sur e-commerce mag. Publicité dans les LLM, le marché va tanguer et ce sont les chiffres qui le disent, à lire sur Mindted. Et enfin, le groupe Eram transforme sa supply pour performer en omnicanal, à lire sur République Retail. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Je vous souhaite une bonne écoute, évidemment toujours sans coupure. En synthèse de l'actu cette semaine, les indicateurs se stabilisent et les annonces stratégiques s'enchaînent. Le commerce évolue dans un environnement plus lisible qu'en 2022 ou 2023, mais la prudence des ménages continue de structurer les arbitrages. Selon Nielsen IQ, le marché français des produits de grande consommation atteint 140 milliards d'euros en 2025, en hausse de 1,8%. Volume et chiffre d'affaires progressent simultanément pour la première fois depuis 2014, hors période Covid. L'inflation sur les dépenses courantes des ménages devrait se situer autour de 1,3% à mi-2026 selon l'INSEE. Dans le même temps, le taux d'épargne reste proche de 19% et la confiance des ménages demeure à un niveau bas. La promotion représente désormais près de 22% du chiffre d'affaires des hypermarchés et supermarchés, un sommet sur 20 ans. Les comportements d'arbitrage restent très présents, y compris sur les achats alimentaires. Carrefour a présenté son plan 2030 dans ce contexte. Le groupe concentre ses moyens sur 3 marchés, la France, l'Espagne et le Brésil, qui pèsent 85% du chiffre d'affaires et 99% du résultat opérationnel. L'objectif annoncé est d'atteindre 25% de part de marché en France et 20% au Brésil. Le distributeur formalise un engagement annuel d'amélioration de sa compétitivité prix mesuré par le Disprix net de Nielsen, alors que l'écart avec Leclerc est estimé entre 3,5 et 4%. Le plan repose également sur un programme de productivité ambitieux. Plus de 150 millions d'euros seront investis dans le déploiement de la plateforme Vusion dans les hypermarchés et supermarchés français, avec rails connectés, étiquettes électroniques et vision par ordinateur. Parallèlement, 250 000 collaborateurs sont équipés de Gemini. Carrefour vise 1 milliard d'euros d'économies annuelles d'ici 2030. Une part significative de cette trajectoire dépend de la capacité à transformer ces outils en gains opérationnels mesurables. La question de l'organisation interne se retrouve chez Eram. Le groupe qui réunit Eram, Bocage ou Melo Yellow engage une refonte de sa supply chain pour adapter son modèle à l'omnicanalité. La BU Centre-Ville couvre plus de 250 magasins et mobilise plus de 1000 collaborateurs. Les systèmes hérités des années 1990 sont remplacés. Le pilotage des stocks descend à la pointure, à l'automatisation des tâches administratives vise à redéployer les équipes vers l'analyse et la décision. La direction des opérations indique avoir priorisé la sécurisation des flux avant d'optimiser la performance. Amazon met en avant la France comme moteur européen de la livraison bas carbone. Sur 100 millions de colis acheminés en Europe par les modes décarbonés depuis 2021, 40% l'ont été en France. Le réseau compte 23 pôles logistiques urbains dans 15 agglomérations. En 2024, 600 utilitaires électriques supplémentaires ont été intégrés à la flotte nationale. Le rail représente 25% des flux longue distance et certaines liaisons utilisent le TGV. Le groupe consacre 250 millions d'euros à la décarbonisation de son réseau en France.
Le commerce physique montre des évolutions contrastées. Les centres commerciaux enregistrent une hausse de fréquentation de 0,6% en 2025 selon la FACT, alors que la consommation globale des ménages recule de 0,9%. La beauté santé progresse de 3,6%, la restauration de 1,1%, l'équipement de la personne recule de 3,2%, les centres-villes affichent un repli de fréquentation de 2,9% après une année 2024 dynamique. Les trajectoires diffèrent selon les territoires et les segments. Côté digital, TikTok Shop poursuit son déploiement en France. La plateforme mentionne près de 860 sessions quotidiennes de live shopping en septembre, avec un volume de vente multiplié par 7 entre avril et septembre. Le live représentait 16% du volume total des ventes sur TikTok Shop en France. Des acteurs comme L'Oréal, Boulanger ou Carrefour expérimentent ces formats pour travailler notoriété, démonstration produit et conversion. Les interfaces conversationnelles modifient parallèlement les logiques de visibilité. Une étude relayée cette semaine indique que moins de 1% des listes de marques générées par les modèles IA sont strictement identiques d'une requête à l'autre. Les réponses reposent sur des distributions probabilistes. Selon AdsRank, le trafic issu de ChatGPT afficherait un taux de conversion moyen de 11% contre environ 1% pour le trafic web classique. OpenAI teste un modèle publicitaire avec un CPM annoncé à $60 et un ticket d'entrée compris entre 200 000 et 250 000 $. La régulation européenne progresse en parallèle. La Commission a ouvert une enquête formelle contre Shein dans le cadre du Digital Services Act. Les investigations portent sur la présence de produits illicites, la transparence des algorithmes de recommandation et certains mécanismes susceptibles d'encourager un usage excessif. La procédure pourrait déboucher sur des mesures correctives ou des sanctions financières. L'effet de la semaine dessine un secteur qui investit massivement dans ses infrastructures logistiques, technologiques et organisationnelles, tout en évoluant dans un environnement de consommation prudent. Les stratégies annoncées s'appuient sur des objectifs chiffrés précis, des plans d'investissement conséquents et une attention renforcée aux conditions réglementaires. Le milieu de gamme ne disparaît pas, il paye ses ambiguïtés, à lire sur le Journal du Net en date du 18 février. Le problème n'est pas le prix, mais l'addition des priorités sous contrainte croissante. Le milieu de gamme ne tient que s'il clarifie sa promesse et ses coûts. Le plus souvent, le décrochage ne se voit pas immédiatement. Il commence par un léger affaiblissement de la rentabilité, absorbé tant bien que mal par une intensification promotionnelle. Puis le déséquilibre s'installe, le réseau apparaît surdimensionné au regard d'un trafic qui se tasse, les stocks immobilisent des ressources qui devraient circuler et l'entreprise consacre davantage d'énergie à maintenir le niveau d'activité qu'à le développer. La dynamique se modifie bien avant que quelqu'un ne parle d'alerte. Le pouvoir d'achat, la concurrence asiatique, la pression des plateformes ou l'évolution des usages sont les explications les plus fréquemment avancées. Elles comptent, bien sûr, mais elles ne suffisent pas. Le cadre s'est toutefois modifié, les coûts augmentent, les exigences réglementaires aussi. La logistique, elle, ne simplifie rien. Quant aux standards de service, ils n'ont jamais été aussi élevés. Ces contraintes pèsent simultanément sur les marges et sur l'organisation des enseignes. Et dans ce nouvel environnement, le milieu de gamme apparaît comme la zone la plus exposée. Un compromis devenu instable pendant plusieurs années. Ce segment a reposé sur un équilibre relativement stable, des prix accessibles, une offre étendue, un niveau de service élevé, un maillage territorial dense. La croissance absorbait les tensions opérationnelles, les volumes compensaient les fragilités et la promotion jouait un rôle d'ajustement. Ce compromis tenait tant que le contexte restait favorable. Il ne tient plus. La densité actuelle du commerce rend cet équilibre plus instable. La logistique, le paiement et le service client relevaient hier du fonctionnement courant. Ils pèsent directement sur la performance. Une promesse de livraison engage la capacité réelle à tenir un délai et à absorber un incident.
Au moment du paiement, un réglage trop permissif peut soutenir la conversion tout en accroissant l'exposition au risque. Le service client influe plus que jamais sur la décision d'achat elle-même. Ces fonctions longtemps perçues comme techniques participent désormais à la structure de coûts et à la rentabilité. Dans ce contexte, la marge ne se lit plus seulement comme un résultat comptable, mais comme un test de viabilité. Les enseignes positionnées sur le milieu de gamme évolue dans une zone particulièrement exposée, privée à la fois de la discipline de coût de discount et la capacité du premium à défendre ses prix. Elles doivent absorber des contraintes qu'il leur est difficile de répercuter. Retour, frais de paiement, complexité omnicanale et pression promotionnelle ne sont pas décisifs pris isolément. Cependant, leur combinaison finit par altérer l'économie du modèle. La fragilité ne tient pas au positionnement en lui-même, mais à l'absence de hiérarchisation claire dans les choix stratégiques. L'expérience montre que les arbitrages différés coûtent souvent plus cher que les renoncements explicites. Les modèles qui cherchent à couvrir l'ensemble des usages tout en maintenant des prix contenus, un réseau dense et une offre de services étendue deviennent progressivement plus vulnérables. L'activité se poursuit, mais la marge se tend et la capacité à absorber un choc se réduit. Un incident logistique, une hausse de coûts ou une baisse de fréquentation suffisent alors à déséquilibrer un dispositif déjà sous pression. Plusieurs enseignes ont procédé à des arbitrages précoces en réduisant leur périmètre, en resserrant l'assortiment et en clarifiant leurs propositions, parfois au prix d'une offre de services moins étendue. Les effets ne sont pas toujours immédiats, mais ces choix redonnent de la lisibilité stratégique. Dans un contexte contraint, cette lisibilité compte autant que la croissance. La livraison rapide, la fluidité des retours, le remboursement sans friction et la disponibilité permanente constituent aujourd'hui des références implicites. Ces exigences redéfinissent la décision d'achat qui ne se joue plus uniquement sur le produit, mais sur l'ensemble des garanties associées. Chaque engagement sollicite concrètement la logistique, la finance, les systèmes d'information et le service client. Lorsque ces standards ne sont pas pleinement intégrés dans le calcul économique, la rentabilité s'en trouve altérée. Les acteurs de ce segment doivent désormais clarifier leurs priorités, maintenir une promesse étendue sans disposer des moyens industriels ou financiers nécessaires fragilise progressivement la structure de coûts. La hiérarchisation des choix, y compris le renoncement à certaines extensions, conditionne la capacité à tenir dans la durée. Le sujet n'est pas tant le niveau de prix que l'alignement entre la promesse formulée, les coûts engagés et l'organisation chargée de l'exécuter. Dans cet environnement, la performance tient à la rigueur des choix, à l'intégration du coût réel de la promesse dès sa formulation. L'accumulation des leviers ou l'extension continue des services ne suffisent plus. Le milieu de gamme n'est pas condamné par principe. Il révèle la différence entre une entreprise qui hiérarchise ses priorités et une autre qui les additionne. Dans un commerce désormais interdépendant, fixer les limites explicites devient une condition de solidité. Les enseignes qui tardent à le faire l'apprennent généralement à leurs dépens. TikTok Shop en France, un laboratoire du live shopping en pleine accélération, à lire sur e-commercemag.fr en date du 16 février. Face à l'essor rapide du live shopping, les marques françaises misent sur TikTok Shop pour expérimenter de nouveaux formats. Entre contenu interactif, intégration complète du tunnel d'achat et tests de stratégies innovantes, la plateforme devient un véritable laboratoire pour transformer visibilité et engagement en vente. Selon une étude menée par Whatnot sur le live shopping en France, 84% des vendeurs qui l'utilisent estiment qu'il est déterminant pour la réussite de leur entreprise, 53% et réalisent la majorité de leur chiffre d'affaires annuel. À l'échelle mondiale, Kuider Haqqani, expert du live shopping et du e-commerce, nous apprend que c'est en Asie du Sud-Est que ce modèle connaît son plus fort essor. Jusqu'à 20% de l'e-commerce il transite déjà par des formats de vente en direct. TikTok Shop en France entre
expérimentation et leadership européen. Quid poursuit, la France reste largement dans une phase de test du modèle et d'éducation du marché, loin de la maturité observée en Asie du Sud-Est ou la montée en charge rapide aux États-Unis. TikTok Shop séduit par ses promesses, format de live shopping novateur, contenu interactif, intégration complète du tunnel d'achat, mais le volume global reste encore probablement marginal. Selon lui, des marques françaises, qu'elles soient petites ou grandes, L'Oréal, Maybelline, Easy Peasy ou les retailers comme Carrefour, Darty ou Boulanger, testent principalement des formats, des collaborations ou des outils logistiques encore en rodage. Les consommateurs, eux, découvrent progressivement les nouvelles pratiques, mais le marché doit encore être converti. Nielsen IQ évoquait une pénétration de TikTok Shop de 2,6% du e-commerce français après 29 semaines de présence en France. Je pense qu'il faut prendre ces chiffres avec du recul. Pour autant, le potentiel du discovery commerce ou social commerce est réel, explique l'expert. Toutefois, selon un porte-parole de TikTok Shop France, la situation est différente lorsque l'on compare le pays aux autres marchés européens. La plateforme affirme que la France est désormais le marché européen le plus dynamique en live shopping, avec près de 860 sessions de live shopping par jour en septembre, devant l'Espagne un peu moins de 700, l'Allemagne 600 et l'Italie un peu moins de 600. Le nombre de lives en France a triplé en 6 mois, avec une accélération notable de 51% sur le seul mois de septembre, et les achats réalisés pendant ces sessions ont été multipliés par 3,4 en 6 mois et ont plus que doublé entre août et septembre. Aujourd'hui, le live shopping représente déjà 16% du volume total des ventes, faisant de la France le pays où ce format pèse le plus en Europe. Elle connaît donc une croissance rapide et solide, le volume des ventes ayant été multiplié par 7 entre avril et septembre, supérieur à celle observée en Allemagne, x5, ou en Italie, x6. Ce que les e-commerçants peuvent attendre de TikTok Shop. Pour Quid Akani, l'enjeu autour du TikTok Shop n'est pas seulement de représenter un nouveau canal pour l'e-commerce, mais d'offrir une profondeur d'audience importante. TikTok Shop revendique en effet 28 millions d'utilisateurs mensuels, représentant une opportunité majeure pour les marques de se faire connaître ou de renforcer leur notoriété. C'est la raison pour laquelle Boulanger s'est lancé sur TikTok Shop. Nous proposons près de 6000 références de petits électroménagers, produits multimédia, sons et beauté. On a concentré la publication et nos actions sur des produits démontrables facilement avec une forte valeur d'usage qui change la vie. Les créateurs fonctionnent également très bien, nous explique un porte-parole de TikTok Shop, à l'image de For.me, la marque lancée par l'influenceur Fabien CRFX en 2025, qui a enregistré une hausse de 205% de ses commandes et une augmentation de 45% de nouveaux clients grâce à la plateforme. Pour Boulanger, ce canal est également idéal pour mettre en avant une efficacité en matière de livraison, de suivi de produits ou de services, comme la réparation et les assurances. Mais c'est surtout un outil formidable pour faire découvrir leurs innovations et accompagner leurs clients dans l'usage de leurs produits avec pédagogie. Un impact sur la stratégie des marques. D'après un porte-parole de TikTok Shop, certains acteurs inattendus se sont lancés sur la plateforme avec succès, notamment Hachette Livre, qui est la première maison d'édition en France à investir TikTok Shop, avec l'objectif de diversifier ses publics et de rencontrer les lecteurs directement là où ils sont déjà actifs. Le Toulouse FC a rencontré lui aussi un grand succès en ayant présenté en exclusivité son maillot lors d'un live shopping exceptionnel. L'objectif n'est donc plus uniquement de présenter un produit, mais de l'intégrer dans un contenu pensé pour capter l'attention et susciter l'envie. Un porte-parole de Boulanger nous explique: être présent sur TikTok Shop nous permet d'observer et de comprendre comment évoluent les attentes des consommateurs et de nous intégrer aux nouveaux parcours d'achat. Notre volonté est de continuer à se développer sur le digital et d'accroître notre influence
Notre objectif est d'explorer les nouveaux canaux de vente, toucher une clientèle plus jeune et continuer de développer notre notoriété en matière d'innovation et de culture digitale. Publicité dans les LLM, le marché va tanguer et ce sont les chiffres qui le disent, à lire sur mindted.fr en date du 18 février. Avec des CPM élevés, la montée du zéro-clic et des taux de conversion inédits, la publicité dans les LLM rebat les cartes. Des initiatives d'OpenAI à l'évolution du search chez Google, les premiers indicateurs chiffrés montrent une mutation rapide des modèles publicitaires. L'époque où l'IA générative opérait comme un laboratoire de recherche, déconnecté des réalités économiques, est révolue, comme le souligne Michael Beaton, CEO et fondateur d'AdsRank, avec des pertes colossales estimées à 12 milliards de dollars en un trimestre pour OpenAI. Le modèle de l'abonnement à 20 dollars ne suffisait plus à financer l'infrastructure. Pour les annonceurs, ce virage marque l'entrée dans l'ère du zéro-clic et une refonte totale des modèles d'acquisition. OpenAI impose un ticket d'entrée luxe. Contrairement à l'approche démocratique de Google Ads, à ses débuts, OpenAI positionne son inventaire publicitaire comme un produit ultra premium. Le CPM, le fameux coût pour 1000, est fixé à 60 dollars. Avast Market note que cela crée une nouvelle catégorie tarifaire. Le ticket d'entrée pour accéder à la plateforme est compris entre 200 000 et 250 000 dollars, bien supérieur aux standards de la télé, tandis qu'AdsRank rappelle par comparaison que TikTok oscille entre 3 et 5 dollars et Meta autour de 10 dollars. Target, Adobe, Audible, Ford, Mazda font partie des premiers bêta-testeurs. Sur le plan technique, Justine Sorrentino, VP Assas Market US, précise que l'approche se veut privacy first. OpenAI a érigé un mur de verre. Les données de conversation ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles et les marques n'ont pas accès à l'historique des conversations. Le ciblage repose sur l'intention immédiate de la session en cours. Côté mesure, il prévient que le reporting est pour l'instant minimaliste et repose sur des impressions, des clics et des paramètres de tracking qui doivent rester statiques. Le clic devient un produit de luxe. Si OpenAI joue la carte de luxe, Google opère sa mutation vers un moteur de réponse via les IA Overview et l'IA Mode. Michael Beaton dresse un constat sans appel sur la cannibalisation du trafic. Dans les zones où les IA Overview sont déployés, le volume de requêtes augmente, plus 17%, mais les clics vers les sites web dégringolent d'environ 30%. Les chiffres diffèrent selon les sources, mais il faut retenir que le trafic baisse drastiquement. Selon le représentant d'AdsRank, le clic devient une denrée premium. Ce modèle hybride a permis à la firme de réaliser un chiffre d'affaires record de plus de 400 milliards de dollars en 2025 via Alphabet, sa maison mère. Il anticipe qu'à l'avenir, les agents IA feront eux aussi payer le clic. Le parcours publicitaire emprunté par OpenAI sera le même que Google il y a plusieurs années. Pour les autres, la bataille se fait sur le GEO. Selon les données d'AdsRank, le trafic provenant de ChatGPT affiche un taux de conversion moyen de 11% contre 1% pour le trafic web classique. L'agence rapporte même des taux de conversion de 50% sur ses propres leads générés par IA. Lorsque je vais sur un site pour être passé par un agent IA, j'ai déjà pris ma décision, d'où le taux de conversion élevé via ce canal, explique Michael Beaton. Avant, on pistait le clic, maintenant les impressions, et le risque est de perdre un client avant même qu'il ait eu la chance de vous connaître. Lors du dernier Black Friday aux États-Unis, 20 milliards de dollars d'achats ont été influencés par les IA génératives, soit un tiers des achats totaux. Pour une TPE-PME qui souhaite investir dans le GEO, Generative Engine Optimization, il faut compter un budget moyen compris entre 500 et 1000 euros par mois. Mais ce chiffre est à prendre avec des pincettes. Le fleuriste du quartier n'aura jamais les moyens d'investir cette somme. C'est pourquoi beaucoup d'entreprises coupent la poire en deux, la moitié en GEO, la moitié en SEA.
le changement devra de toute façon s'opérer. Désormais, 33% des entreprises bien classées en SEO classique n'apparaissent plus dans les réponses des IA génératives. Le groupe ERAM transforme sa supply pour performer en omnicanal, à lire sur republicretail.fr en date du 17 février. Automatisation, pilotage plus fin des stocks, fluidification des flux. Le groupe ERAM, la marque éponyme ERAM, Bocage et Melo Yellow, restructure ses opérations pour absorber la complexité omnicanal et transformer sa supply en moteur de croissance. Face à la multiplication des canaux de vente, le groupe ERAM a trouvé la parade, repensé en profondeur ses opérations supply. Cette transformation est menée à l'échelle de la BU Centre-Ville, qui couvre aujourd'hui plus de 250 magasins pour les enseignes ERAM, Bocage et Melo Yellow. Un projet d'envergure qui concerne plus de 1000 collaborateurs et qui s'inscrit dans un contexte où les modèles opérationnels historiques ne répondaient plus aux exigences du retail, désormais hybride. Frédéric Salune, directeur des opérations de la BU Centre-Ville, revient d'abord sur le point de départ de cette refonte. Nous étions dans un mode de gestion assez ancien avec des systèmes d'information obsolètes, hérités des années 90. Ces outils avaient été conçus pour un modèle très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui, avec peu ou pas de digital, explique le directeur des opérations. Avec l'essor de l'e-commerce, des marketplaces et des parcours d'achat mêlant magasin et digital, ces systèmes ont progressivement montré leurs limites, rendant le pilotage des opérations de plus en plus complexe. Il fallait simplifier, aller à l'essentiel et automatiser un maximum de tâches. Cette situation a conduit au fil du temps à une accumulation de dispositifs pour continuer à opérer. Frédéric Salune souligne: nous avons empilé des solutions et juxtaposé des process les uns à côté des autres sans qu'ils soient totalement intégrés. Nous arrivions clairement à la fin d'une histoire avec des niveaux de risque relativement élevés. Dans ce contexte, une conviction s'est imposée: intégrer l'omnicanalité au cœur des opérations supply est devenu indispensable. Simplifier pour rendre l'omnicanalité pilotable. Face à ce constat, le groupe ERAM a fait le choix d'une refonte globale guidée par un principe structurant, la simplification. L'objectif était de remettre à plat des processus devenus trop lourds et peu adaptés à la taille et aux enjeux actuels de la BU Centre-Ville. Nous avions des process beaucoup trop complexes par rapport à la taille actuelle de nos structures. Il fallait simplifier, aller à l'essentiel et automatiser un maximum de tâches, souligne Frédéric Salune. Cette démarche visait également à redonner du temps et de la lisibilité aux équipes. Nous passions beaucoup trop de temps sur des tâches administratives et de saisie très chronophages. L'objectif était d'automatiser ces tâches sans valeur ajoutée pour permettre aux équipes de se concentrer sur l'analyse et la prise de décision. La transformation s'est aussi traduite par une évolution des mailles de gestion, notamment sur le pilotage des stocks. Historiquement, nous gérions nos produits à la référence. Aujourd'hui, nous descendons à la pointure, ce qui change complètement la manière de piloter les stocks, explique le directeur des opérations. Pour accompagner cette modernisation, le groupe s'est appuyé sur la solution Accolade, un outil de pilotage des opérations supply permettant de gérer les flux, les stocks et les approvisionnements du siège jusqu'au magasin. Frédéric Salune indique avoir recherché une solution capable de couvrir un périmètre fonctionnel large, tout en laissant une réelle marge de manœuvre aux équipes. Nous recherchions une solution capable de couvrir l'ensemble de notre périmètre opérationnel, tout en nous laissant la liberté de simplifier et d'adapter nos processus, souligne-t-il. Sécuriser la bascule avant d'aller chercher la performance. Une fois la solution déployée, la priorité a été donnée à la sécurisation de l'activité, compte tenu de l'ampleur du périmètre concerné. Frédéric Salune le rappelle clairement, ce sont des projets très risqués car très structurants. Notre objectif numéro 1 a été de sécuriser l'activité avant d'aller chercher la performance.
Quelques semaines après la mise en production, les premiers bénéfices commencent néanmoins à se dessiner. Les gains identifiés portent notamment sur une productivité accrue, une automatisation renforcée des tâches et une meilleure adéquation de la couverture des stocks avec les besoins opérationnels. Des évolutions qui ouvrent désormais la voie à une nouvelle phase, davantage tournée vers l'optimisation et la recherche de performance. Pour le directeur des opérations, le chantier n'est donc pas terminé. L'enjeu maintenant que la solution est en place et fonctionne est de l'apprivoiser pleinement. L'étape suivante consiste à ajuster progressivement les paramètres pour aller chercher davantage de performance, notamment sur la gestion du stock, conclut-il. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.